Muhammad Ali s'est proclamé le plus grand. Mais même lui admirait l'incomparable Sugar Ray Robinson, le boxeur le plus parfait, le plus complet à avoir jamais mis les pieds dans un ring et un showman flamboyant en dehors. Je dis que je suis le plus grand poids lourd de tous les temps. Mais livre pour livre, je dis toujours que Sugar Ray Robinson était le plus grand de tous les temps. Mais que diriez-vous si on vous disait que la légende que nous connaissons aujourd'hui détestait être sur le ring et que sa vie était marquée par des controverses, incluant des liaisons extra-conjugales, des violences domestiques et même un meurtre? Que savez-vous vraiment de l'homme qu'était Sugar Ray Robinson? Plongeons dans son côté sombre pour révéler certains de ses secrets. Cela fait un moment que Sugar Ray Robinson a dominé la boxe mondiale, battant tous les adversaires en tant que poids plume et poids welter avant de prendre le contrôle de la division des poids moyens et de vivre l'une des carrières les plus légendaires de tous les temps. Ceux qui l'ont vu à l'époque ont été témoins de la véritable grandeur car il était, tout simplement, l'un des meilleurs, sinon le meilleur, à l'avoir jamais fait. Mais en coulisses, il menait une vie de playboy notoire, et ses dépenses extravagantes l'ont vu ruiner et se battre pour des bourses humiliantes avant même que sa carrière ne soit terminée. Ce fut une fin triste, presque pitoyable, pour la carrière la plus brillante. Mais comment en est-on arrivé là? Eh bien, nous y viendrons bientôt. Mais avant d'y arriver, rappelons-nous, juste pour le bon vieux temps, des nombreux moments forts de l'incroyable vie de Sugar Ray Robinson dans la boxe. Comme beaucoup de boxeurs, Sugar Ray Robinson n'a pas eu un début de vie facile. Mais contrairement à certains, il n'est pas né dans une pauvreté totalement désespérée non plus. Et il semble qu'il avait une famille qui se souciait de lui. Son père était un cultivateur de coton de Géorgie qui a déménagé à Détroit et a fini par travailler à 2 emplois pour subvenir aux besoins de sa femme et de ses 3 enfants. Plus tard, Robinson a commenté qu'il ne voyait son père qu'une fois par semaine et qu'il aurait aimé passer plus de temps avec lui en grandissant. Mais ensuite, ses parents se sont séparés et sa mère l'a emmené, lui et ses 2 sœurs aînées, à Harlem, à New York. Et c'est là que le jeune Robinson a vécu ses années d'adolescence. Enfant imprudent, il s'est retrouvé dans des bagarres avec des gangs de rue, s'est marié à 16 ans, a eu un fils et a divorcé à 19 ans. Il semble que ce genre de comportement soit quelque chose dont il n'a jamais vraiment grandi. Mais encore une fois, nous y reviendrons plus tard. Mais malgré tout cela, il nourrissait à l'origine l'ambition de devenir médecin jusqu'à ce qu'il abandonne l'école à 14 ans et se fixe pour objectif de devenir boxeur à la place. Robinson avait été attiré par la boxe depuis ses jours à Détroit, où il avait grandi dans le même quartier qu'un autre grand boxeur, Joe Louis, un homme qu'il décrivait comme son idole. Cependant, une fois à Harlem, il a commencé à apprendre son métier et à affiner ses compétences sur le circuit des combats clandestins. Le nom qui lui a été donné à la naissance était Walker Smith Jr. Mais pour participer à son premier match amateur officiel, il a été contraint d'emprunter la licence de combat d'un autre boxeur nommé Ray Robinson. Et après cela, il s'est retrouvé coincé avec le nom, comme le raconte l'histoire. Plus tard, un journaliste sportif a commenté à son manager, George Gainsford, qu'il avait un combattant doux entre les mains, ce à quoi Gainsford a répondu « doux comme du sucre ». Et ainsi, il est devenu connu sous le nom de Sugar Ray Robinson, probablement le plus grand boxeur à avoir jamais lacé une paire de gants. Ray Robinson est devenu un amateur dominant et n'aurait jamais été vaincu en 85 combats. On dit qu'il a remporté 69 de ses combats par KO, dont 40 au premier round. Et après avoir battu tout le monde devant lui, il était prêt à devenir professionnel à 19 ans. Les débuts professionnels de Robinson ont eu lieu lors de la sous-carte d'une soirée de combat au Madison Square Garden de New York, rien de moins. Et fidèle à sa forme, il a terminé le combat dès le 2e round par TKO. Ayant tourné pro en octobre, il a combattu 5 fois de plus avant la fin de l'année, et le début de sa carrière a été tout sauf prolifique. Dans sa 2e année en tant que pro, il a combattu 20 fois, et sa 3e année dans les rangs professionnels l'a vu franchir les cordes 14 fois de plus, portant son record à un impressionnant 40-0
en un peu plus de 2 années complètes. Mais il ne se contentait pas de battre des boxeurs de passage au cours de ses 3 premières années. Il s'est mêlé au sommet dès le début, et son palmarès précoce inclut des victoires sur des champions du monde comme Sami Hant 2 fois, l'ancien champion du monde Fritzi Sibic 2 fois, et le futur champion du monde Marty Servo également 2 fois. Il est assez difficile d'imaginer des prospects modernes être laissés n'importe où près de combattants de ce calibre si tôt dans leur carrière, n'est-ce pas? Mais c'était des temps différents, et les boxeurs à l'époque étaient d'une autre trempe. Et un par un, Robinson les a tous balayés. Et la seule raison pour laquelle Robinson n'a pas été couronné champion des poids légers au début de sa carrière était parce que Kang n'a accepté de le combattre qu'au-dessus de la limite des poids légers par peur de perdre sa ceinture. C'est aussi pendant cette période que Robinson a croisé pour la première fois l'un des adversaires qui viendrait définir sa carrière de la même manière que Frazier définirait plus tard celle d'Ali. Et cet homme était le taureau enragé, Jake LaMotta. Lorsque les deux se sont rencontrés pour la première fois, Robinson avait fait campagne en poids welter, tandis que LaMotta, bien qu'il ait 3 pouces de moins en taille, était un poids moyen naturel. En conséquence, LaMotta pesait 12 livres et demi de plus que Robinson, et le combat représentait un affrontement intrigant de style. Robinson était de loin le meilleur boxeur complet, avec la vitesse et la polyvalence de son côté. LaMotta, cependant, n'avait jamais été mis au tapis, et sa capacité légendaire à encaisser des coups tout en continuant à avancer signifie qu'il est maintenant considéré comme ayant eu probablement le meilleur menton de l'histoire de la boxe. Ce soir-là, Robinson a pu boxer à distance et même porter les coups les plus durs, et il est sorti victorieux par décision unanime en 10 rounds. Mais l'une des rivalités classiques de tous les temps de la boxe avait commencé, et le couple s'affronterait encore 5 fois avant de raccrocher les gants à la fin de leur carrière. Cette victoire, ainsi qu'une série de solides victoires contre des adversaires de haut niveau et de classe mondiale, ont valu à Robinson le titre de boxeur de l'année du magazine Ring, la première des 2 fois où il a reçu cette prestigieuse distinction. La première revanche avec LaMotta a eu lieu 4 mois plus tard lors du 40e combat de Robinson, après qu'il ait accumulé 4 autres victoires entre-temps. Cette fois, Robinson a concédé 16 livres de poids et LaMotta a pu en tirer parti, dominant les derniers rounds et mettant Robinson hors du ring. Après un départ rapide de Robinson, LaMotta a pris la victoire par décision unanime et a infligé à Robinson ce qui était probablement son premier goût de la défaite en tant qu'amateur ou professionnel dans le processus. Mais pour les fans de combat moderne, ce qui s'est passé ensuite semblera absolument fou. Vous savez comment nous venons de dire que les boxeurs à l'époque étaient d'une autre trempe? Eh bien, écoutez ça. Robinson a affronté LaMotta à nouveau seulement 21 jours plus tard, et ce n'était même pas son prochain combat, car il a réussi à caser une victoire rapide au point en 10 rounds la semaine précédente. Cette fois, Robinson est à nouveau sorti vainqueur, remportant une décision unanime. Et le lendemain même, alors que les États-Unis s'impliquaient de plus en plus dans la Seconde Guerre mondiale, Robinson a été enrôlé dans l'armée américaine. La vie de Robinson n'était rien sinon mouvementée, n'est-ce pas? Pendant ses 15 mois de service, Robinson n'a pas vu de combat lui-même. Au lieu de cela, en tant que star du sport bien connu comme son héros Joe Louis, il a été employé à divertir les troupes, se produisant dans des combats d'exhibition et d'autres activités similaires. Pendant ce temps, il a également affronté un Henry Armstrong vieillissant, un autre des héros de Robinson. Cependant, à l'époque, Armstrong était bien loin de son meilleur niveau, et Robinson l'a battu facilement, n'acceptant le match que pour donner au boxeur plus âgé un cachet et l'aider à sortir des difficultés financières qu'il rencontrait alors. Suite à cela, le temps de Robinson dans l'armée a pris une fin bizarre et typiquement controversée. Juste avant d'être envoyé en Europe, Robinson a disparu de sa caserne et a été retrouvé dehors dans la rue plusieurs jours plus tard par un inconnu. Il a affirmé être tombé dans les escaliers et avoir une amnésie complète, étant incapable de se rappeler ce qui s'était passé ou comment il s'était retrouvé à l'hôpital où il s'est réveillé. Au début, il a été accusé d'avoir tenté de déserter, mais un médecin l'a finalement innocenté et il a quitté l'armée avec une décharge honorable pour reprendre sa carrière de boxeur.
Dans la période qui a suivi, il a remporté 2 autres victoires par décision sur Jake LaMotta, portant le score à 4-1 en faveur de Robinson. Il a également fait match nul avec José Basora, la seule autre tâche sur son palmarès à ce stade. Et il a battu Sami Angot pour la 3e fois, portant ainsi son record à 73 victoires, 1 défaite et un match nul. Et pourtant, incroyablement, après 75 combats et avoir battu tout le monde qu'il y avait à battre, il n'avait toujours jamais eu la chance de disputer un titre mondial. Cela était en partie dû à l'implication de la mafia dans la boxe à l'époque. Je suis sûr que vous êtes familier avec ce domaine, surtout si vous avez vu l'une de nos autres vidéos, sans mentionner de nom. AM. Sonny Liston. La mafia contrôlait une grande partie de ce qui se passait dans le sport, et comme Robinson refusait de traiter avec eux, il refusait de lui donner sa chance. Mais il ne pouvait pas être nié pour toujours. Et enfin, lors de son 76e combat professionnel, il a affronté Tommy Bell pour le titre vacant des poids welter. Pendant le combat, Robinson n'a pas tout eu à sa manière et a même été mis au tapis à un moment donné. Mais il a pu se ressaisir, remportant la victoire et la ceinture par décision unanime après 15 rounds âprement disputés. Ayant enfin été couronné champion du monde, Robinson a disputé 4 autres combats sans titre avant sa première défense. Et puis le désastre a frappé dans ce qui s'est avéré être l'un des moments les plus sombres de la carrière de Robinson. À l'époque, il y avait une règle selon laquelle le champion devait défendre son titre tous les 6 mois. Le problème était qu'en poids welter, à part Bell, à qui Robinson avait pris la ceinture quelques mois auparavant, sa domination était telle qu'il y avait peu de boxeurs capables de lui offrir un bon combat. Et c'est ainsi que Jimmy Doyle a été choisi pour l'affronter, représentant plus ou moins le meilleur du reste. Mais la décision de mettre ce jeune boxeur face à Robinson s'est avérée tragique. Les détails exacts de ce qui s'est passé avant le combat sont contestés, mais cela se passe à peu près comme suit. Le jour avant le combat, ou peut-être quelques jours plus tôt, Robinson aurait supposément rêvé qu'il avait mis Doyle KO et qu'il avait crié à Doyle de se relever, alors que son adversaire gisait inconscient et non réactif sur le sol. Il était tellement bouleversé par son rêve qu'il a tenté de se retirer du combat. Mais ses entraîneurs, peut-être motivés par l'argent qu'il perdrait si le combat était annulé, ont tenté de le persuader de continuer le match. Finalement, ils ont eu recours à faire venir un prêtre catholique pour le convaincre que le rêve n'était rien de plus que cela. Et finalement, Robinson a accepté de poursuivre le combat. Ce soir-là, Doyle s'est montré courageux et a combattu de tout son cœur contre le champion. Mais il était clairement surclassé. Et puis, dans le 8e round, lorsque Doyle a lancé une attaque avec un coup de poing droit, Robinson a habilement évité le coup, contrant avec un puissant crochet gauche au menton de Doyle. Doyle est tombé en arrière, se cognant la tête sur le ring. L'arbitre a commencé le compte, mais avec Doyle inconscient au sol, il s'est arrêté avant d'atteindre 10. Doyle a été transporté d'urgence à l'hôpital, mais ne s'est jamais réveillé, et il est mort environ 17 heures plus tard d'une hémorragie cérébrale. L'intuition glaçante de Robinson s'était réalisée. Il s'est avéré plus tard que Doyle avait récemment passé 9 mois hors du ring, après une défaite par KO contre Artie Levine. Dans ce combat, lorsqu'il a été mis KO, il s'était cogné la tête sur le poteau du coin en tombant, ce qui lui avait causé une grave commotion cérébrale. De nos jours, il n'aurait probablement jamais été autorisé à combattre. Et pendant un temps, Robinson a fait face à la possibilité d'être accusé d'homicide involontaire pour la mort, bien que les charges n'aient jamais été poursuivies. Compréhensiblement, cependant, Robinson a très mal pris la mort. Il a mis en place un fonds pour les parents de Doyle, leur versant 50 $ par mois pendant les 10 années suivantes. Bien sûr, ils ne pouvaient rien faire pour ramener leur fils. Mais Robinson était-il en quelque sorte à blâmer? Non, bien sûr que non. Il avait essayé de se retirer du match après son rêve, et il n'avait pas l'intention de blesser le garçon. Lorsqu'on lui a demandé par le coroner s'il avait voulu causer des ennuis au garçon, il a répondu « Monsieur, c'est mon métier de lui causer des ennuis. » Il était boxeur professionnel, et c'était son travail de mettre les gens KO. Mais cela ne signifie pas qu'il voulait que quelque chose de mal arrive à ses adversaires. Plus tard, dans son autobiographie, il a écrit « J'avais mis KO des gars avant, des dizaines d'entre eux.
Mais dans ces combats, j'avais toujours un bon sentiment, un sentiment de conquête quand je les voyais être comptés. Peut-être parce que je voyais qu'ils n'étaient pas vraiment blessés. Mais maintenant, avec Doyle étendu et ses yeux vides, j'avais ce sentiment de vide. Vous savez, quand quelque chose dans votre vie ne va vraiment pas. Et tout ce à quoi je pouvais penser, c'était le rêve. Tu m'as prévenu. Dieu, tu m'as dit. Pourquoi ai-je laissé tout le monde me convaincre du contraire? Après la tragédie de Doyle, il n'a défendu son titre de poids de welter que 4 fois de plus. Mais il est resté actif, affrontant tous les meilleurs adversaires qui lui étaient représentés. Dans la séquence de combats suivante, il a battu 2 fois le futur membre du Hall of Fame et grand boxeur cubain de tous les temps, Kid Gavilan. Lors d'une défense de titre, il a fait match nul pour la 2e fois de sa carrière avec Henry Brim. Et il a également affronté George Costner pour la 2e fois. Ce combat avait une petite tension supplémentaire, car Costner se faisait aussi appeler Sugar, ce que Robinson n'appréciait pas. Alors qu'ils se rencontraient au centre du ring avant le premier coup de cloche, Robinson a été entendu dire à Costner « Ton nom n'est pas Sugar, c'est le mien ». Après quoi, il l'a mis KO juste avant la fin du premier round. À ce stade, Robinson, mesurant 1,80 m, commençait à avoir du mal à respecter la limite des poids welter. Il se préparait donc à passer à la catégorie supérieure des poids moyens. Lors de son 113e combat, il a battu Robert Villaman pour remporter le titre vacant de l'État de Pennsylvanie en poids moyen. Il est redescendu en poids welters pour sa dernière défense dans cette catégorie, puis a abandonné sa ceinture de poids welters pour concourir en tant que poids moyen à part entière à partir de ce moment-là. En poids moyen, il a vengé l'un de ses précédents matchs nuls en battant José Basora et il a également battu Bobo Olson lors de leur premier des 4 affrontements. Et qui a-t-il trouvé en possession des ceintures de poids moyen qu'il convoitait désormais? Bien sûr, qui d'autre? Nul autre que son ancien adversaire, Jake LaMotta. Au final, le combat s'est avéré être largement à sens unique. Robinson contrôlant le combat pendant 10 rounds, puis punissant LaMotta avant la fin, ce qui a poussé l'arbitre à intervenir et à l'arrêter, alors que LaMotta s'affaissait sur les cordes. Ce faisant, l'arbitre a sauvé LaMotta de toucher le sol pour ce qui aurait été la seule fois de toute sa carrière. Mais la raclée que Robinson a infligée était telle que le combat, qui a eu lieu le 14 février, est devenu connu sous le nom de Massacre de la Saint-Valentin. Massacre de la Saint-Valentin. C'était la dernière fois que les deux s'affrontaient avec un score de 5-1 en faveur de Robinson. Après avoir partagé le ring 6 fois et s'être battu pendant un total de 63 rounds, LaMotta a plus tard remarqué qu'il avait combattu Sugar tellement de fois qu'il avait presque attrapé le diabète. Après avoir remporté un titre dans une 2e catégorie de poids et mis fin à la rivalité avec LaMotta une fois pour toutes, Robinson a pris 2 autres combats aux États-Unis avant de se lancer dans une tournée en Europe. Une fois là-bas, il a rapidement éliminé 4 combattants en France, en Suisse et en Belgique en moins de 4 semaines, avant qu'un 5e match en Allemagne ne soit déclaré sans décision. Dans des circonstances légèrement bizarres lors de ce combat, il a porté ce qu'il pensait être un coup de grâce au rein de son adversaire. Mais le coup était illégal en Europe, bien qu'il soit légal en Amérique, et le combat a été annulé. Puis, après avoir remporté une autre victoire en Italie, il s'est rendu à Londres pour affronter Randolph Turpin. Et dans une surprise retentissante, Turpin a remporté la victoire après 15 rounds éprouvants, renvoyant Robinson aux États-Unis sans ses ceintures. By Randolph Turpin. Both were great fighters and great sportsmen. Le match revanche a eu lieu à Miami avec Robinson gagnant par KO au 10e round. Et cette année-là, il a reçu le prix du boxeur de l'année du magazine Ring pour la 2e fois. Après avoir défendu sa ceinture avec succès 2 fois de plus, une fois contre Olson et une fois contre l'ancien champion Rocky Graziano, il est passé en poids mi-lourd pour tenter de remporter un titre dans une 3e catégorie de poids en affrontant Joey Maxim au Yankee Stadium de New York. The 1952 light heavyweight championship fight between champion Joey Maxim and the great Sugar Ray Robinson.
La phrase à la mode que nous utilisons de nos jours pour de telles tentatives audacieuses est qu'il osait être grand, mais malheureusement, le destin était contre lui ce jour-là. Il a bien commencé et menait sur les cartes de score, mais les températures ont grimpé au-dessus de 100 degrés et l'arbitre s'est évanoui à cause de la chaleur. Puis, après le 13e round, Robinson, lui-même un combattant naturellement énergique et actif, a également succombé à la chaleur et n'a pas pu répondre à la cloche pour le 14e. La victoire a été attribuée à Maxime, et ce fut la seule fois où Robinson a perdu par n'importe quel type de KO dans toute sa carrière, bien que ce ne soit pas un administré par les points d'un adversaire. Il a ensuite pris sa retraite avec un record de 132 victoires, 3 défaites, 2 nuls et 1 match nul, ce qui aurait été déjà assez étonnant. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là, car il avait encore plus d'histoires à créer. Sugar Ray Robinson a toujours dit que la qualité qu'un boxeur devait avoir par-dessus tout était le rythme. Il n'est donc peut-être pas surprenant qu'une fois qu'il ait tourné le dos au sport qui l'a rendu célèbre, il se soit lancé dans le show business pour essayer de se faire une carrière en tant que chanteur et danseur. Malheureusement pour lui, cela n'a pas vraiment fonctionné, et il n'a pas pu gagner assez d'argent pour payer le style de vie extravagant auquel il s'était habitué. Donc, seulement 2 ans et demi plus tard, à l'âge de 33 ans, il s'est retrouvé de retour sur le ring pour essayer de gagner de l'argent. Il a subi un revers lors de son 2e combat de retour lorsqu'il a perdu au point contre Ralph Tiger Jones. Mais il s'est rapidement manœuvré dans une position pour se battre à nouveau pour le titre, cette fois contre Bobo Olson, un homme qu'il avait déjà battu 2 fois. Il a pris le titre d'Olson en le mettant KO au 2e round, puis l'a battu pour la 4e fois l'année suivante lors de sa première défense de titre, cette fois en 4 rounds. Lors de sa prochaine défense, Robinson a perdu son titre face à Gene Fullmer avant de le récupérer par KO au 5e round quelques mois plus tard. Il a terminé ce combat avec un crochet gauche spectaculaire qui a été élu en 1997 comme le meilleur KO de l'histoire de 75 ans du magazine Ring. Quand Fullmer s'est relevé de ce coup, il aurait demandé à son soigneur « Pourquoi Robinson fait-il des exercices entre les rounds? Regardez-le là-bas, en train de sauter sur place. Si vite et si puissant. » Tel avait été le coup qui l'avait mis à terre. Il ne réalisait pas qu'il venait d'être mis KO. Ensuite, ce fut Carmen Basilio. Et dans ce combat, un Basilio ensanglanté est sorti vainqueur. Malgré une coupure au nez et à l'œil et 5 pouces de moins en taille par rapport à Robinson, beaucoup plus grand. Il n'y avait pas d'amour perdu entre les deux. Et après le combat, quand Robinson n'a pas voulu admettre à quel point Basilio frappait fort, Basilio a remarqué que Robinson ne dirait pas la vérité à Dieu. Un match revanche a été rapidement organisé et malgré ses 36 ans et un déclin évident, Robinson a puni Basilio sur 15 rounds pour récupérer son titre. Avec cette victoire, il est devenu champion du monde des poids moyens pour la 5e fois, devenant le seul boxeur à avoir capturé le titre autant de fois dans une seule division. Ce fut sans doute le dernier moment fort de sa carrière incroyable. Cependant, 2 ans plus tard, à l'âge de 38 ans, il a perdu ses ceintures contre Paul Pender. Et malgré 2 tentatives ultérieures, il n'a jamais pu récupérer un titre mondial. Mais malheureusement, cela ne s'est pas arrêté là. Et ce qui avait été l'une des carrières les plus remarquables de l'histoire de la boxe s'est prolongé bien plus longtemps qu'il n'aurait dû. Robinson a continué à se battre jusqu'à l'âge de 44 ans, perdant contre plusieurs combattants qui n'auraient pas été dignes de porter ses sacs lorsqu'il était à son apogée. Sugar Ray Robinson a eu 40 combats, n'est-ce pas? 40-0. Et puis il a perdu un combat, n'est-ce pas? Et après avoir perdu ce combat, il a enchaîné 85 victoires sans défaite. Sur ces 19 défaites, 15 sont survenues après ses 35 ans, et parmi celles-ci, 10 après ses 40 ans. Pas moins de 5 de ces défaites ont eu lieu lors de sa dernière année en tant que boxeur. Sa dernière défaite a été infligée par Joey Archer lors de son 201e combat professionnel, après quoi il a pris sa retraite définitive avec un bilan final de 174 victoires, 19 défaites et 6 nuls.
avec 2 combats sans décision. 109 de ses victoires ont été obtenues par KO. La raison pour laquelle il a continué à boxer, même lorsque ses meilleurs jours étaient manifestement derrière lui, était son penchant pour le luxe et le style de vie outrageusement chic qu'il menait à son apogée. Il a transcendé le monde de la boxe et s'est imposé dans le grand public, étant parmi les premiers sportifs noirs américains à le faire. Il possédait une boîte de nuit et un restaurant, et il faisait autant partie de la scène sociale new-yorkaise que ses contemporains comme Frank Sinatra. Il conduisait célèbrement une Cadillac rose flamand, une voiture qu'il a même accompagnée en Europe pour le plus grand plaisir de ceux qui l'ont vu dedans, dans les rues de Paris. Et lorsqu'il voyageait, il s'entourait d'une grande équipe d'assistants et de suiveurs, comprenant un secrétaire, un coiffeur, un masseur, un coach vocal, des entraîneurs, des managers, de belles femmes et même une mascotte naine. Et certains d'entre eux, avouait-il, étaient là juste pour rire. Lorsqu'il était à Paris, un steward a utilisé le mot français « entourage » pour désigner son équipe. Et Robinson a tellement aimé ce mot qu'il l'a adopté. Et c'est encore le mot que nous utilisons en anglais aujourd'hui. Mais malgré des gains de carrière estimés à environ 4 millions de dollars, une somme énorme à l'époque, il a réussi à tout dilapider et n'a pas pu gagner assez pour continuer à vivre comme il en avait l'habitude grâce à ses exploits dans le show business ou même ses combats de retour. Au milieu des années 60, il était complètement fauché et on pense qu'à la fin, Sugar Ray Robinson, sans doute le plus grand boxeur de tous les temps, devait se battre pour à peine plus de 1 000 $ par nuit juste pour payer ses impôts. Selon une histoire pitoyable, en 1965, après sa retraite finale, il a reçu un énorme trophée au Madison Square Garden pour honorer ses réalisations sur le ring. Mais quand il l'a ramené chez lui, il ne possédait pas un seul meuble assez solide pour le poser dessus. Ce n'était pas seulement ses dépenses inconsidérées qui l'ont mis dans le pétrin, cependant. Après avoir divorcé pour la première fois à seulement 19 ans, il a ensuite épousé Edna May Hawley, une danseuse renommée. Les choses n'ont pas bien commencé pour eux deux, puisque la première tentative de Robinson pour la séduire a consisté à la pousser dans une piscine. Évidemment, cela n'a pas été très bien accueilli, mais grâce à sa persévérance, ils ont commencé à sortir ensemble et ont finalement passé 18 ans mariés. Cependant, pendant ce temps, Robinson a souvent été infidèle et il l'a également soumise à des violences domestiques. Pour sa part, elle est restée en grande partie silencieuse à ce sujet, mais a admis plus tard qu'il pouvait être un vaurien. On peut raisonnablement supposer que c'était quelque peu un euphémisme. Mais en tant que boxeur, à quel point était-il bon? En fait, il était connu comme un boxeur complet, qui avait tous les outils dans la boîte et pouvait se battre dans n'importe quel style. Il pouvait s'adapter à quiconque se tenait devant lui et pouvait se rapprocher pour se bagarrer ou boxer à distance pour contrôler le combat. Il avait un excellent jeu de jambes. Il avait de la vitesse et de la puissance de frappe dans les deux mains. Et il avait un menton solide et sous-estimé. Il avait aussi la capacité de mettre un adversaire KO tout en reculant sur le pied arrière. Et il avait ce qu'il valorisait le plus, le rythme. Joe Louis l'a qualifié de meilleur de tous les temps, tandis que Floyd Patterson a salué sa vitesse, ses combinaisons et son courage. Henry Armstrong était bien loin de son meilleur niveau lorsqu'il a affronté un Robinson de 22 ans en pleine forme. Mais lorsqu'on lui a demandé s'il aurait eu une chance contre Robinson s'il l'avait affronté à son apogée, Armstrong, le seul homme à avoir détenu des titres consécutifs dans 3 catégories de poids, a répondu « Monsieur, je n'aurais pas pu battre ce gamin, le meilleur jour que j'ai jamais vu. » Même Muhammad Ali, le plus grand autoproclamé, idolâtrait Ray Robinson. Admirant son timing, sa vitesse et ses réflexes, Ali, un homme pas connu pour son humilité, a concédé que, livre pour livre, Sugar Ray Robinson était le plus grand boxeur de tous les temps. En effet, l'expression même « livre pour livre » que les fans de boxe aiment tant débattre a été inventée en parlant de Sugar Ray Robinson et de sa qualité. Les fans de boxe se remémorent maintenant avec tendresse tous les grands combats auxquels il a participé. Ses affrontements mémorables avec LaMotta, les 5 titres de poids moyen qu'il a remportés, et son effort pour devenir champion des poids mi-lourds après avoir commencé sa carrière en tant que poids plume,
il était vraiment unique en son genre. Les fans de boxe, plus cyniques, pourraient souligner que Robinson a évité de combattre Charlie Burley, l'un des boxeurs dits de la Murderer's Row. Il s'agissait d'un groupe de combattants très évités, que les gens préféraient ne pas affronter, en raison de la nature à haut risque et faible récompense des combats avec eux. Mais voyons, est-ce que Robinson a évité Burley? Bien sûr que non. Dans une carrière qui a duré 201 combats, il a affronté tous ceux qui se sont présentés devant lui. Et il aurait affronté n'importe qui, si cela avait eu un sens financier. C'est juste que l'argent n'a jamais été mis sur la table pour rendre un tel combat intéressant. Robinson est mort en 1989 à l'âge de 67 ans. À l'époque, il était pris en charge par sa troisième épouse et souffrait de la maladie d'Alzheimer et de diabète. La cause officielle de sa mort était une maladie cardiaque. Parmi tous ses exploits sur le ring, l'une des choses pour lesquelles il sera le plus rappelé est les 6 combats qu'il a partagés avec Jake LaMotta. Ces combats ont constitué une partie majeure de son héritage en boxe, et plus tard, il a été le témoin du mariage de LaMotta. Une fois, il a dit à un intervieweur « Je n'ai jamais aimé la boxe. C'est juste un business pour moi. Je sais que je n'ai jamais aimé ça. Ça me rappelle quelque chose de barbare, quand 2 personnes entrent dans une fosse et qu'on leur jette de l'argent et qu'elles se battent. » No, just the opposite, Ed. I've never enjoyed boxing. It's just a business with me, and I guess I know I've never enjoyed it. It reminds me of the old, something barbaric, when 2 people get in a pit and they throw money at them and they fight. Mais il a aussi dit une fois « La boxe est mon business, et j'aime mon business. » Mais peu importe ce qu'il ressentait à propos du sport qui l'a rendu célèbre, peu de gens ont jamais fait mieux que lui. Qu'en pensez-vous? Sugar Ray Robinson était-il le plus grand boxeur livre pour livre de tous les temps, ou sinon, qui était meilleur? Comment évaluez-vous sa carrière et quel a été votre moment préféré? Nous serions ravis d'entendre vos pensées. Alors laissez-nous un commentaire ci-dessous. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de nous donner un like et de nous suivre avant de partir. À la prochaine!